On est parti. Donc bonjour à tous, bienvenue pour cette analyse de marché live sur le marché des cryptoactifs. Donc comme beaucoup de gens le savent, en tout cas tous ceux qui suivent mes vidéos depuis maintenant quelques semaines sur la chaîne Journal du Coin, mon pseudo c'est Kara. Je suis pro dans le secteur du trading crypto depuis quand même pas mal d'années et j'ai rejoint un fonds d'investissement qui trade donc le marché des cryptoactifs et qui gère plusieurs dizaines de millions d'euros depuis maintenant plusieurs années également. Donc autant dire que le marché crypto rythme ma vie, H24, 365 jours par an. Donc j'ai quand même pas mal d'heures d'analyse de marché à mon actif depuis toutes ces années. Donc je vais vous partager mon écran. Ça va être mieux pour partager quand même hop, mon analyse des marchés. Donc on est parti. Hop. Normalement, vous devriez voir mon écran sans aucun problème avec le graphique de Total, qui est donc le market cap total du marché des cryptoactifs. Pour rappel, j'utilise le logiciel qui s'appelle TradingView. Je pense que 95% des gens sur le marché des cryptos utilisent TradingView pour de l'analyse graphique. Alors bien sûr, il y a ceux qui ne font pas du tout d'analyse graphique, qui n'utilisent du coup pas TradingView. Mais en général, hein, la meilleure application pour faire ça, c'est TradingView. D'ailleurs, peut-être que certains l'ont déjà remarqué, mais sur certains exchanges, hein, les graphiques qu'on retrouve sur les pages des cryptos, donc sur les sites des exchanges, ce sont des graphiques qui sont pris depuis TradingView. Donc c'est vraiment un logiciel qui est utilisé un peu partout et également en finance traditionnelle, hein. Donc c'est beaucoup de la crypto, mais également beaucoup de finance traditionnelle. Donc on commence directement avec Total. Total qui est donc, comme je le disais, la capitalisation totale des cryptoactifs, hein. Donc le marché global des cryptos. Pour rappel, on avait eu donc cet ATH en 2024, hein, ici, donc ATH pour All Time High en anglais. C'est le point le plus haut qu'on avait connu en 2024. C'était au mois de décembre et on était aux alentours des 3,61. On avait breakout ça en juillet 25, donc ici, il y a pas si longtemps, hein, c'était il y a 2 mois. Et on était venu le retester aux alentours du 1er août, hein, ici, hop, on avait retesté ce niveau-là. Et donc un niveau qui était précédemment une résistance, étant donné qu'on était venu taper la tête dedans avant de redescendre, eh bien, il a été retesté en tant que support. Donc, on a switché d'une résistance à un support, souvent les zones avec énormément d'intérêt. C'est comme ça que ça se passe, c'est d'abord c'est une résistance. Une fois qu'on casse la résistance, celle-ci se transforme directement en support. On a donc rebondi dessus. On avait eu un mois d'août qui avait bien commencé, mais qui a été pas mal ravalé à la baisse. Donc on a ici une consolidation qui se fait sur le mois d'août. On appelle ça, c'est un pattern qu'on appelle le falling wedge. Donc c'est un biseau descendant tout simplement. Et ça, c'est une structure qui est bullish. Donc c'est une structure qui est haussière sur le marché. Parce que vraiment, la théorie, c'est une jambe haussière, une consolidation en forme de biseau. Donc ça, c'est vraiment une consolidation du prix et normalement une reprise par la suite. Encore une fois, entre la théorie et la pratique, il y a parfois un monde de différence, hein. L'analyse technique, ça ne sert pas à prédire les prix, mais ça sert à essayer d'avoir quand même une bonne probabilité de son côté pour que ça se passe, hein, dans le bon sens, entre guillemets. Donc si on est occupé de casser cette consolidation-là par le haut, attention également qu'on est dimanche, hein, et que ça fait quand même pas mal de temps qu'on remarque que le dimanche, il peut parfois y avoir des mouvements assez erratiques sur le marché des cryptos, avec parfois des grosses montées de prix avant une redescente le lundi matin. Est-ce que c'est un hasard? Est-ce que réellement le dimanche, pardon, il y a par exemple ces manques de liquidité parce que les institutionnels sont peut-être pas forcément là, ils sont plutôt là la semaine? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on a déjà remarqué pas mal, c'est que le dimanche, il y a parfois des gros moves qui se font et qui sont ravalés à l'inverse, hein, le lundi. Donc actuellement, breakout en cours de cette figure. Alors, on est ici sur du 1D, c'est-à-dire que un point égale la clôture d'un jour. Donc ça, on voit, ça dure depuis le 13 août, donc ça prend un peu de temps. C'est pas parce que ça breakout maintenant qu'on va faire 15% dans la foulée dans les 3-4 prochaines heures. Il faut du temps pour que ça se développe, hein, ce genre de graphique. Sur Total, rien à dire de plus. On a quand même un biais qui est assez haussier sur Total parce que justement, cette figure-là est une figure haussière, qu'on est toujours au-dessus du support du all-time high. Et si on regarde, on est occupé ici de faire un point bas qui est plus haut que le précédent. Donc on aurait potentiellement un début de reprise de tendance haussière. Pour ça, il faudrait réussir à aller casser ce plus haut ici
et ce plus haut-là, ce serait déjà une bonne chose de faite, hein, pour une reprise haussière du marché. Pour l'instant, on est juste occupé de casser la figure, pas de précipitation nécessaire, hein. On passe maintenant sur USDT plus USDC. Donc ça, c'est vraiment la dominance des stablecoins sur le marché des cryptoactifs. Donc USDT.D, c'est pour dire la dominance des USDT. Toutes ces formules, hein, parce que oui, c'est une formule, c'est donc un actif A plus l'actif B, vous pouvez les refaire vous-même directement dans TradingView. Vous allez ici en haut à gauche, hein, et vous tapez votre formule directement. Vous pouvez faire des additions, des soustractions, multiplications, divisions, etc. Il y a plein d'outils qui sont vraiment pas mal, hein, sur TradingView. Donc ici, on est vraiment toujours dans cette hausse qu'on connaît du coup depuis le 12 août, hein. Donc 12-13 août, si vous vous rappelez, sur Total, hein, c'était le top de marché. Et bien ici, c'était le bottom sur la dominance des stablecoins. Parce que quand ce graphique-ci est haussier, eh bien, ça veut dire que c'est négatif pour les cryptoactifs. Donc ici, on a rebondi. Quelque chose qui est assez intéressant, c'est ici cette ligne de tendance qui donne envie quand même d'être cassé par le bas. Donc on a fait ici un plus haut qui est venu casser ce plus haut qui était là. Actuellement, on a réussi à faire un nouveau plus haut par la suite ce week-end. On se dirige vers cette trendline, plus vers le point bas ici. Donc moi, j'aimerais vraiment beaucoup qu'on ait une cassure à la baisse de ce graphique pour venir rechercher eh bien, plutôt cette zone-ci déjà dans un premier temps. Et puis par la suite, ce qui nous intéresse réellement, c'est venir rechercher cette zone-ci aux alentours des 5% de dominance, plus ou moins, sachant qu'actuellement, on est aux alentours des 6,37. Ça, c'est vraiment pour la dominance des stablecoins, donc ça nous donne un petit indice sur la direction du marché des cryptos. On passe maintenant à ce que moi j'appelle l'index, en tout cas l'indice d'alt-season, c'est la dominance des stablecoins plus la dominance de Bitcoin. Ça veut dire que si les fonds qui arrivent sur les cryptos, ou en tout cas qui sont sur le marché des cryptos, ne vont ni dans les stablecoins ni dans Bitcoin, ça veut dire qu'ils vont dans les alts, hein. Et donc, ce que nous on veut, c'est une alt-season. En tout cas, c'est là qu'on a quand même les meilleures probabilités pour faire un petit peu d'argent sur le marché des cryptoactifs. On a connu ces périodes-là en 2016, 2017, 2021. Et pour l'instant, en 2024-2025, on n'a pas vraiment eu beaucoup de hausse au niveau des altcoins. À part un retournement sur Ethereum qu'on a connu il y a quelques semaines, on n'a pas encore eu grand-chose. C'était vraiment concentré sur Bitcoin et ça s'est sur la dominance de BTC. Donc ici, si on dézoome un peu, on peut voir qu'on est dans un canal haussier depuis 2021, globalement, hein, un canal avec les bornes supérieures et inférieures. Ici, en réalité, j'ai pris les extrêmes des bougies. Et on est à la troisième touchette de ce canal actuellement. Donc moi, ce que j'aimerais vraiment beaucoup, c'est d'avoir une baisse ici, une petite consolidation, comme on est occupé de la faire juste ici, et une cassure de ce canal. Parce que la cassure de ce canal pourrait permettre d'avoir vraiment une plus grande baisse, plus conséquente, qui pourrait, plutôt que de stagner dans les 60-65%, nous amener plutôt vers les 50% de dominance de Bitcoin et des stablecoins. Et c'est un mouvement qu'on a connu en 2021. En 2021, on était passé de 70% de dominance Bitcoin plus stablecoin pour aller finalement vers les 40-44% de dominance. Ça, c'est un gros move. Et ce gros move-là, bah, si vous vous souvenez bien, ça a emmené quand même les altcoins assez haut en 2021. Donc, on espère avoir quelque chose de semblable, hein, ou en tout cas, même si c'est à plus petite échelle, d'avoir quand même un mouvement sur les alts, parce que pour l'instant, on n'a pas grand-chose à se mettre sous la dent, à part Ripple qu'on a eu il y a quelques semaines et Ethereum, pas vraiment grand-chose qu'on sait faire sur les alts pour l'instant. Au niveau des alts par rapport à USD, on est toujours occupé de consolider, encore une fois, depuis mi-juillet. Depuis mi-juillet, si vous vous souvenez, on avait eu cette grosse résistance ici, aux alentours des 721 milliards, qu'on avait cassé début juillet. On était arrivé avec une hausse de, c'est plus ou moins combien ici, presque 20% de hausse en quelques jours, quelques semaines, avant de violemment revenir retester la zone. Et comme sur le graphique de Total, eh bien, la zone qui était auparavant une résistance ici, ici, pardon, la première, c'était pas résistance, c'était un support. On est venu la retester, hop, ici.
Et donc, dans une précédente vidéo, je vous disais que bah, ça, ici, c'était potentiellement un bon endroit quand même pour prendre du levier sur des positions. Donc, si vous aviez pris du levier sur des positions à cet endroit-ci, ben, vous êtes toujours en profit. Malheureusement, vu le temps que ça prend, ça coûte cher en funding, mais c'était potentiellement un bon endroit pour le prendre. Alors, vous pouviez simplement vous dire aussi, OK, je prends un levier ici, mais ma target, c'est venir rechercher le plus haut précédent, et donc prendre mes profits ici, revendre mes leviers, et rester simplement spot sur le marché. Ça, c'est une gestion du risque qui est propre à chacun, à chaque portefeuille. Donc, chacun gère ça comme il veut, mais en tout cas, on est toujours dans cette tendance globalement haussière. Pour rappel, une tendance, ça se relance plusieurs fois, mais ça ne se retourne qu'une seule fois. Donc ici, rien à dire de plus, AltUSD, la vraie résistance, elle se retrouve à presque 1 trilliard ici, hein. Pour l'instant, on est toujours en dessous, on se dirige toujours vers le haut, mais ça prend son temps. Le vrai breakout, il sera là-bas en haut. Ici, c'est Alt versus BTC. Pas grand-chose à dire non plus. C'est assez, comment dire, hein, c'est assez erratique, hein. Alors, on avait un beau triangle de compression vers le haut. On l'a cassé par le haut. On est revenu vers le bas, juste en dessous. Donc, c'est pas très propre, hein. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. On est dans une tendance haussière parce on a cassé cette grosse ligne de tendance ici et on avait rebondi sur le support dans le bas. Mais à part ça, pas grand-chose de plus à dire. Ça ne nous donne pas énormément d'informations. Ici, on est sur le top 10 des alts. Donc, c'est ce qui a majoritairement performé dans ces deux dernières années. C'est vraiment le top des alts, hein. Les plus petites capitalisations n'ont pas performé tant que ça. On est toujours sous cette grosse résistance également. Pour l'instant, on consolide. Quand on consolide, il n'y a pas grand-chose à faire, juste patienter et puis voir ce qui arrive. Il y a de grandes chances pour qu'on casse par le haut, mais on n'en a aucune certitude. Donc, c'est des risques qui ne servent à rien d'être pris. Donc, attendons une cassure de cette zone avant de prendre plus de risques, hein, sur le top 10. Ici, on est sur les alts par rapport à Ethereum. On avait remarqué les précédentes semaines qu'on avait ici une divergence haussière sur le RSI et qu'on venait retester cette grosse consolidation. Donc, c'est sur les alts versus versus Ethereum, pardon. Donc, ça voulait dire qu'il y avait quand même de grosses probabilités pour que les alts, hein, aient un peu plus de force, hein, qu'Ethereum sur le marché. Donc, ça a été le cas. Ether s'est un peu calmé. On est toujours occupé de consolider vers les 4 300 $ sur Ethereum. Par contre, on a eu quelques alts qui ont repris le dessus, et notamment Solana. On va revenir dessus juste après. Ici, on est sur les alts, sauf le top 10 par rapport au top 125. Grossièrement, c'est un chart qu'on utilise tout simplement pour voir quel est l'appétit au risque qu'on a sur le marché. Si ce graphique-là est haussier, ça veut dire que les plus petites capitalisations montent plus facilement et donc l'appétit pour le risque est plus grand. Pour l'instant, on est occupé de consolider depuis début 2025 dans une grande boîte, hein, et on est dans le bas de cette consolidation-là avec une plus petite consolidation qui dure depuis le mois de juillet. Donc ici, rien de plus à dire. On attend, on patiente. Si on a un breakout par le haut, là alors on prendra plus de risques sur des alts qui sont de plus petite capitalisation. Mais pour l'instant, il n'y a pas vraiment il y a rien à faire. On patiente pour voir quelle est la résolution. Est-ce que c'est vers le haut ou est-ce que c'est vers le bas? J'ai rajouté une flèche vers le bas parce qu'au début, il n'y en avait qu'une seule vers le haut. Et les deux solutions sont possibles, hein. On ne connaît pas l'avenir, encore une fois. Mais on sait que s'il y a une cassure d'un côté ou de l'autre, il y a de grandes chances pour que le mouvement soit un mouvement qui soit de grande amplitude et pas simplement un mouvement de 2 jours. On passe maintenant sur Bitcoin. Ici, Bitcoin, on avait une grosse ligne de tendance qui se voit mieux comme ça, qui avait été cassée. On l'a cassée le 2 septembre, donc c'était il y a 5 jours. Et pareil, depuis quelques jours, c'est assez erratique au niveau du prix. On a une hausse, on a une baisse. En tout cas, on a une résistance, pardon, qui est bien marquée entre les 113 000 et les 112 000. Donc, on peut décemment se dire que si le prix vient remonter au-dessus des 113 000, peut-être le retester en tant que support et puis repartir, là, c'est potentiellement un bon endroit pour prendre position, que ça soit à la cassure des 113 000 ou au retest des 113 000 ici. Pour l'instant, on est toujours en dessous de la résistance, donc il n'y a pas plus de risques à prendre sur Bitcoin. On patiente toujours. Et d'ailleurs, vu que les altcoins versus BTC sont haussières, eh ben, on a tout intérêt à aller se diriger vers des alts plutôt que vers Bitcoin, tout simplement.
Ethereum, quant à lui, consolide toujours depuis le 24 août, plus ou moins. Donc, on est toujours occupé de consolider dans ce qui ressemble à un drapeau qui va vers le bas. Donc, ici, c'est très important de voir à quel moment on peut avoir une cassure de cette consolidation-là. On a quand même déjà eu un beau run sur Ethereum où on a eu hop, presque ouais, 100% de performance en quelques semaines, quelques mois. Donc Ethereum a bien donné. On pourrait potentiellement voir les mêmes setups sur d'autres alts. Pour l'instant, c'est encore un peu tôt, mais on va parler de Solana dans 2 petites secondes. Donc ETH par rapport à l'USD. Donc Ethereum est à 4293 dollars actuellement. On est presque aux 4300. On avait eu, comme sur Total, une belle consolidation en forme de biseau descendant qu'on a cassé mercredi. On est venu rechercher la résistance aux alentours des 4500 et on a eu un gros ravalement baissier ces derniers jours. Donc actuellement, on est toujours dans le bas ici. C'est dommage parce que le setup était vraiment beau. Donc comme je le disais tout à l'heure, ça c'est un setup qui est globalement haussier, hein. On a une première jambe haussière, on a une consolidation vers le bas, on a une cassure, sauf que ça a été avorté et qu'on est venu rechercher les points bas par la suite. Donc c'est pas beau, mais ce sont des choses qui arrivent et il faut pouvoir s'en prémunir. C'est pour ça que on doit avoir une gestion du risque. Ce qui serait vraiment intéressant maintenant, c'est de ne pas venir faire des nouveaux plus bas et venir rattaquer la zone des 4500 dollars parce que cette zone-ci, pour moi, c'est vraiment la dernière grosse résistance avant d'avoir une reprise vers les potentiels 5000 dollars. Je pense que si on arrive à casser les 4500, la prochaine étape, c'est les 5000. Maintenant, je pense que je veux, c'est pas pour ça que j'aurai raison. Il faut toujours le rappeler, le marché peut toujours nous donner tort, mais en tout cas, c'est ce qui me semble le plus probable actuellement. Donc moi, 2 choses qui m'intéressent sur Ethereum, et ce sera utile pour ce qu'on va faire juste après la partie analyse de marché, parce qu'après la partie d'analyse de marché, eh bien, on prend des positions ou tout simplement on attend, mais on passera en tout cas sur le portefeuille, comme on l'avait dit, 200 000 euros. Moi, ce qui m'intéresse actuellement, c'est soit une cassure des 4005 ou alors un retest dans les 4000 dollars. Je pense que les 4000 dollars, ça reste une très bonne opportunité actuellement, si le prix s'y rend. On a déjà eu l'occasion d'acheter dans cette zone ici. On s'est arrêté oui, à 4000, juste avant 4100 de mémoire. Donc 4070 dollars. En tout cas, on n'a pas été chercher les 4000. Donc, je pense que tous les gens qui attendaient un chiffre rond de 4000 dollars se sont potentiellement piégés et c'est pour ça qu'on a si bien rebondi. Maintenant, est-ce qu'on va faire le cadeau d'y retourner? Parce que c'est réellement un cadeau, hein. Si on retourne à 4000 dollars, c'est quand même le point haut qu'on a connu en mars 24 et le point haut qu'on a connu en décembre 2024. Donc, si on vient rechercher cette zone-ci et qu'on reste au-dessus, pour moi, c'est un achat. Euh, voyons ce que le marché nous donne. Est-ce qu'il nous donne une attaque de 4500 directement ou bien il vient rechercher les 4000? Ça, on ne sait pas. Attendons de voir. Solana versus USD. Celui-là, il est assez bien. Malheureusement, on a une grosse trendline de support ici qui donne quand même envie d'être cassé. Donc, je ne serais pas étonné qu'on vienne faire une cassure de cette ligne de tendance. Et pourquoi pas, si le marché est vraiment fortement haussier, un ravalement assez rapide pour venir piéger énormément de monde sur cette baisse. Solana est assez erratique pour l'instant. On a des fausses cassures qui se font. Si on avait un point haut, on est venu chasser au-dessus du point haut avant de redescendre. Pareil juste après. Donc vraiment, rien de très clean sur Solana versus USD en tout cas. Solana versus BTC en daily, lui, il est beaucoup plus propre. Donc ici, encore une fois, on est sur un graphique daily, donc un point égale un jour. Si vous le voyez en rouge, hein, le rouge, c'est la tendance baissière. Donc une tendance baissière, c'est quoi? Ce sont des points hauts qui sont toujours plus bas les uns après les autres et des points bas qui sont toujours plus bas également. Donc ça, c'est la définition même d'une tendance baissière. Ensuite, on a eu en noir plutôt un range. Donc un range, c'est une période de consolidation à plat. C'est quoi? C'est un point haut ici qui est plus bas que le précédent, mais en même temps, le point bas, lui, il est plus haut que le précédent. Donc il y a vraiment des signaux qui sont assez mixés. Par contre, par la suite, en vert, on a un potentiel retournement de tendance qui se fait, parce que là, on a eu un point haut qui est plus haut que le précédent,
et que même les deux précédents. Par contre, on n'a pas encore eu réellement de point bas, mais si on a un point bas qui se fait, qui est plus haut que le précédent, et bien là, on pourra encore confirmer d'autant plus qu'on se trouve dans une tendance haussière de sol par rapport à Bitcoin. Actuellement, la résistance, elle est quand même assez grosse sur Solana versus BTC, aux alentours des 19 000 ici. En tout cas, 0,0019. On a cette grosse résistance qui est faite. Je pense que si on a une cassure de cette zone-là, eh bien, on pourrait voir Solana reprendre quand même de la force par rapport à Bitcoin. Donc voilà, ça c'est pour Solana par rapport à Bitcoin. Solana par rapport à Ethereum, on l'avait remarqué il y a quelques semaines, une semaine ou deux de mémoire. Ce qui s'était passé, c'est que ici, en 8 heures, hop, on avait une grosse consolidation qui se faisait en dessous de cette zone des 43-40, ici la zone grise. On a eu une grosse poussée sur Ethereum, mais cette poussée n'a pas été suffisante que pour faire un nouveau plus bas par rapport à Solana. Donc Sol versus ETH a fait un point bas, mais le point bas était plus haut que le précédent. Sachant qu'on venait déjà se taper la tête dans la résistance depuis pas mal de jours, il y a quand même un indice qui nous faisait dire que, ok, on se tape la tête dans la résistance, ça veut dire qu'on a quand même de la force dans le prix, mais également, on n'arrive pas à faire un nouveau plus bas. Donc le plus bas, il est plus haut que le précédent, c'est-à-dire qu'on montre encore un deuxième indice de force. Et par la suite, mercredi 27, on a vraiment eu cette cassure de Solana par rapport à Ethereum qui a donné un pump de une dizaine de pourcents. Donc c'est pas énorme, mais c'est toujours ça de prix. Ça veut dire que la force de Solana par rapport à Ethereum était 10% plus forte ici ces quelques jours. Donc on a eu une belle hausse sur Sol avec toujours cette résistance ici. Hop, aux alentours des 0,4828, 0,49. Donc ici, c'est la prochaine résistance à casser. Pour l'instant, on est simplement en cours de retournement. Au niveau des alts, il y a quelques alts qui sont intéressantes, en tout cas que j'analyse assez régulièrement ces dernières semaines. On a Arbitrum. Donc Arbitrum, on avait eu cette cassure de résistance ici qui était aux alentours des 460. On l'avait cassé, on est venu retester, et franchement, le retest n'est pas probant. La force, elle n'est pas là pour l'instant. On le voit, hein, moi, ce que j'aurais aimé, c'est vraiment, OK, un breakout, un retest. Un retest, c'est pas grave, ça peut arriver, mais qu'on ait au moins une reprise forte juste derrière, et c'est pas du tout ce qu'on a. Ce qu'on a actuellement, c'est un prix qui stagne. Versus BTC, c'est pas ouf, hein. C'est plus joli versus USD. Parce que versus USD, on reste quand même au-dessus de cette zone de support. Hop, ici. Donc on a vraiment un test ici de résistance au mois de mai, un deuxième test de résistance mi-juillet, une cassure, et puis on vient retester cette zone de résistance en tant que support, et pour l'instant, on reste au-dessus. Donc tant qu'on n'a pas de clôture daily en dessous des 46,85, je pense que ça reste intéressant. Maintenant, c'est pas le plus beau chart. Si ARB BTC était vraiment beaucoup plus beau, eh bien on aurait pu prendre une position sur ARB, mais pour l'instant, je trouve que c'est compliqué. C'est compliqué de rentrer dessus, c'est high risk. Il n'y a pas énormément d'alts qui sont bien tournés pour l'instant. Alors oui, on a Total qui est quand même dans notre dos pour nous dire que le marché est globalement haussier, en tout cas si ça se confirme. Mais pour l'instant, je pense qu'il ne faut pas prendre trop de risques non plus. XRP est pas mal aussi, il consolide depuis début juillet, donc on est toujours occupé de stagner. Les mouvements sont de plus faible amplitude à chaque fois. Donc ici, on a eu une grosse poussée. La poussée ici était plus faible, celle d'après encore plus faible. Donc à un moment, lorsque la volatilité est trop faible, eh bien, il y a un moment où ça explose, d'un côté ou de l'autre, hein, donc que ce soit vers le haut ou vers le bas. Pour l'instant, on n'a pas d'indication. La tendance est assez à plat. On a des points hauts qui sont plus bas, mais d'un autre côté, on a un point bas qui est plus haut que le précédent. C'est vraiment consolidation. Il n'y a pas grand-chose à dire sur XRP versus BTC. Et versus USD, on est plus ou moins sur la même chose. Alors, on a potentiellement une sorte de trendline ici, mais qui n'est pas très propre. Donc, personnellement, je laisse ça de côté. Trop tôt pour se placer, selon moi. Doge m'intéresse un peu plus parce que Doge est occupé de consolider vraiment pas mal ici dans cette boîte depuis début août. Donc ça, c'est vraiment pas mal. On se dirige vers le haut de la résistance. En clôture, on est aux alentours de 200-205 Satoshi.
Si on casse cette résistance, je pense que le prochain arrêt, c'est vers les 240, 257. Ça, c'est déjà une belle target et ça ferait une hausse de 15-20%. Ça, c'est bien. Doge sur du long terme, on peut voir que lorsque ça part, eh bien, ça part fort. Espérons que ici on puisse continuer et vraiment partir très fort également. Si on arrive à casser la résistance aux alentours des 240-250, je pense qu'on peut partir alors cette fois-ci avec un petit x2 vers les 400-500 Satoshi. À voir pour l'instant, il est trop tôt pour le dire, mais en tout cas, ça s'annonce plutôt bien. Pour rappel, les premières vidéos qu'on avait fait avec Steady Lads sur le Journal du Coin, on était dans les 150, 155 Satoshi. On était monté, consolidation encore une fois, potentiel remontée juste après. Donc ça ferait un point bas ici avec un deuxième point bas qui était plus haut que le précédent. Donc potentiel tendance haussière qui se relance. Versus USD, c'est un peu moins propre. On a fait ici une fausse cassure de résistance, mais on a ici hop, une ligne de tendance qui est un peu plus propre déjà que sur XRP. Pareil, pas de break pour l'instant, donc tant qu'il n'y a rien, on ne fait rien. Patience. Inge, on est toujours, hop, celle-là, ça peut partir. On est toujours sur cette grosse tendance ici baissière, tendance ici de range, donc ça fait quand même depuis mars 25 qu'on est occupé de stagner entre les 1400 et les 900. On aimerait une cassure de cette résistance-là. Si on a une cassure, ça veut dire qu'il y a quand même de fortes chances pour que la tendance se relance vers le haut et qu'on fasse des belles performances sur Inge. Quand on a une tendance qui dure aussi longtemps que ça, c'est pas pour faire une hausse de 3 jours et puis s'écraser et terminer. Sauf en cas de vraiment mauvais marché, entre guillemets. Mais quand on a des retournements de tendance qui sont vraiment, comment dire, qui sont intrinsèques à la crypto, qui sont vraiment pour du long terme, eh bien, on a vraiment des mouvements qui se font avec des grosses amplitudes et qui remontent beaucoup plus haut, comme on a pu l'avoir en 2017, en 2021. Ça, c'est des vrais mouvements de prix qui se font. Inge USD, la résistance, elle est actuellement aux 16 dollars. Pareil, tant qu'on n'a pas de cassure sur Inge BTC, je pense qu'on ne l'aura pas sur Inge USD. Donc pour l'instant, il est trop tôt pour se placer. On patiente et on attend. ICP, ICP en français, on est occupé de descendre. Toujours, on est toujours dans cette tendance baissière. J'ai mis en évidence ici les points hauts. On voit qu'ils sont toujours plus bas. On a fait un nouveau plus bas, donc ça va même partir de ma watchlist pour l'instant. Je garderai toujours un œil dessus, mais peut-être moins attentivement. Hop, AVAX USD, on a toujours une belle résistance ici qui est aux alentours des 25-26 dollars. Consolide toujours en dessous. Le support est à 16 dollars, donc ça fait vraiment beaucoup d'amplitude. Mais potentiellement, si on a une cassure de ça, eh bien, on pourrait avoir une reprise de la tendance haussière qui serait pas mal. Pourquoi pas aller chercher les 40-50 dollars sur AVAX. Mais pour l'instant, c'est trop tôt parce que pour l'instant, on n'a pas de cassure sur AVAX USD. Donc voilà. Tao, pareil, on me demandait souvent Tao dans les vidéos. On n'a toujours pas de cassure de cette ligne de tendance. On avait une belle consolidation qui se faisait. Malheureusement, nouveau plus bas. On est occupé de retester ici la consolidation, mais on n'a pas de reprise vraiment de marché. On ne voit pas de force dans ce graphique-là. Donc pour moi, il ne faut pas s'inquiéter. Il y a pas de... On n'est pas trop tard, quoi. Même si on rentre ici vers les 4000, bah, ce ne sera pas trop tard parce que la hausse qui devrait suivre après serait beaucoup plus grande. Donc, je préfère tout simplement pas prendre de risque et ne pas subir encore peut-être une dégringolade, ou peut-être pas, peut-être qu'on va aller directement chercher la trendline, ça on ne sait pas. Mais en tout cas, le risk-reward, pour moi, il n'est pas bon ici. Tao USD, on est dans le bas du range. Donc, il y a pas mal de monde souvent qui disent, ouais, on peut acheter le bas de range et revendre en haut. Ok, pourquoi pas, c'est une stratégie. C'est pas la mienne, mais pourquoi pas, s'il y en a qui veulent le faire. Personnellement, je joue pas ces mouvements-là parce que, en général, c'est quand on achète un bas de range qu'il casse par le bas. Et c'est quand on revend un haut de range qu'on casse ce range vers le haut.
Donc, faire du retour à la moyenne sur des crypto-actifs, hein, quand on connaît la volatilité de ce marché-là, moi, personnellement, je ne joue pas à ça. À VBTC, on avait une belle structure, un peu comme Arbitrum, hein, Arbitrum par rapport à Bitcoin. Sauf que ici, bah, on passe encore plus à travers que Arbitrum. Donc, ça semblait pas mal, hein. La semaine dernière, je pense, je vous disais, bah voilà, c'est pas mal si vous avez si vous aviez pu pardon, prendre position aux alentours des 28, eh bien, c'était bien parce qu'il y avait des grandes probabilités pour qu'on aille chercher les 4000 ici en haut. Bah, c'est pas du tout ce qu'on est occupé de faire. Donc, on a toujours, c'est pas perdu, hein. Il y a toujours ce top ici qui peut servir de support, mais il faut quand même avouer que c'est moins beau que si on avait rebondi là-dessus, parce que si on était rebondi sur ces deux tops ici, bah, ça montrait vraiment de la force sur le prix, force qu'on a pour l'instant pas énormément sur cet actif-là. Voilà un peu pour mon analyse de marché actuelle sur les cryptoactifs. Je pense que Total peut potentiellement nous montrer la voie pour la semaine qui arrive. C'est trop tôt pour se prononcer. Attendons demain. Pas grand-chose de plus à dire. Malheureusement, le trading, c'est ça aussi, hein. C'est beaucoup de patience pour très peu de moments où on prend des actions. Donc, voilà ma vue de marché actuellement. N'hésitez pas à poser vos questions directement sur la partie Q&R et moi, je vais essayer ici maintenant de checker ce que vous avez demandé comme question et y répondre. Si j'arrive pas à répondre à toutes les questions, je vous donnerai un petit tips après. Sur SteadyLads, on aura l'occasion d'être un petit peu plus en plus petit comité et vous aurez l'occasion de plus poser vos questions parce qu'il y aura des lives, hein, toutes les semaines et donc plus on sera une petite famille directement où on aura l'occasion de discuter beaucoup plus ensemble, plus souvent, que ce soit par chat ou en vidéo live également. Je vais voir les vidéos, les questions, pardon, quelques minutes et je reviens vers vous pour y répondre. Alors, la première de Jean Goffin. Est-ce que pour les cryptos, le mois de septembre risque d'être difficile? Alors, oui et non. Il faut savoir qu'il y a quand même certaines saisonnalités au niveau du marché. Est-ce que ce sont des hasards? Est-ce que ce sont des causalités? Je n'en sais rien. On a quand même des grosses décisions au niveau fondamental euh, pour le mois de septembre. On a potentiellement une baisse des taux. Alors, j'ai plus les chiffres exactement en tête, mais de mémoire, il y avait quelque chose comme 80% de chances pour qu'on ait une baisse de taux. Maintenant, quelle sera la baisse? Est-ce qu'on va être sur une baisse de 0,25? Est-ce qu'on va être sur une baisse de 0,50? Ça, personne ne le sait. Un autre point aussi, c'est que tout le monde s'attend à une baisse de taux. Quel va être l'impact sur le marché? Est-ce que si on a une baisse de 0,25, les gens vont être contents et donc le marché va continuer à monter? Ou bien la baisse de 0,25, elle est déjà pricée sur le marché et donc si c'est que 0,25, ben, tout le monde va se dire pourquoi c'est que 25 et pas 0,50, donc on vend. Est-ce que ça va être plutôt baissier? Par contre, si oui, si on a une baisse des taux de 0,50, là, je pense que ça peut être bien intéressant pour le marché des cryptos. Personnellement, les saisonnalités, j'y crois pas trop. Il suffit de croire aux saisonnalités pour se retrouver dans un mois qui, au final, est très bon, alors qu'on pensait qu'il n'était pas bon. Donc, personnellement, c'est pas le genre de choses que je regarde. Alors, il y a Yvon qui nous demande que pensez-vous d'Uniswap, hein, donc Uni USD directement. Alors, si on dézoome Uni, on est quand même sur des mouvements qui sont hyper volatiles avec clairement pas de tendance, hein. Donc, on part ici d'un prix de 5 dollars en août 24 pour monter jusqu'aux 17 dollars, pour redescendre ensuite aux 5 dollars, pour remonter aux 11. Donc, moi, un marché comme ça, je trouve pas ça très tradable. J'ai vraiment du mal à trader des marchés comme ça parce qu'il n'y a pas vraiment de tendance, quoi. Ici, on a une tendance qui est bien négative. Là, on a quelque chose qui ressemble quand même à un range. Par contre, ici, c'est très erratique. Moi, personnellement, ce genre de marché-là, je laisse ça sur le côté et je les trade pas, tout simplement. Il y a assez d'autres actifs que pour aller sur d'autres actifs, tout simplement. Alors, Jean Goffin, si vous avez des indicateurs pertinents autres que le RSI et Google Trend, pourriez-vous les partager? Alors, il me semble que j'avais déjà fait une vidéo dans laquelle je vous indiquais qu'il y avait, c'était sur le site Glassnode, si je ne me trompe pas, ou CoinGlass, je ne sais plus exactement. En tout cas, il y a un site qui regroupe 30 indicateurs de potentiel top de bull market sur Bitcoin.
Et pour chaque indicateur, il est indiqué où est-ce qu'on en est au niveau de l'indicateur. C'est vraiment pas mal parce que pour l'instant, des 30 indicateurs de top de bull market qu'on a, il n'y en a aucun qui a été trigger. Donc on est encore à zéro sur, on va dire, la barre de progrès du bull market, hein. Donc je pense que c'est une liste d'indicateurs à tenir à l'œil. Et quand on se rend compte qu'on passe de zéro à 20, 30, 40%, peut-être commencer à prendre des profits à droite, à gauche, hein, parce que ça voudrait dire que le marché n'en a peut-être plus pour très très longtemps. Après, encore une fois, c'est des indicateurs, ça nous donne une idée, mais ça ne prédit pas l'avenir, hein, et ça ne nous donne pas toujours la direction. Salut, donc Paolo, salut pour quelqu'un qui est sorti du marché mais qui voudrait se réexposer. Quel serait le moment idéal là? Alors déjà, la question c'est pourquoi est-ce que tu es sorti du marché? Donc déjà ça, pourquoi sortir d'un marché quand il est dans une bonne tendance? Euh, c'est bien de se dire, OK, vendre des profits, il faut prendre des profits. Moi, personnellement, c'est un problème que j'ai souvent, c'est que je ne prends pas assez mes profits. Je pense que tout le monde a des points négatifs, des défauts en tout cas sur le marché. Un des défauts que j'ai personnellement, c'est peut-être de ne pas vendre assez et donc de traîner avant de prendre des profits. Actuellement, si tu étais par exemple positionné sur Ether, eh bien, il n'y avait pas vraiment de raison de vendre de l'Ether, surtout avec la cassure des 4000. Donc, pour moi, tant qu'on est au-dessus des 4000 $ sur Ether, il n'y a pas de vente à faire. Euh, pour moi, on est haussier tant qu'on est au-dessus de 4000. Et je pense que les probabilités sont quand même pour que ça parte plus vers le haut. Maintenant, encore une fois, on ne connaît pas l'avenir. On peut toujours se baser sur des probabilités. On casse les résistances les unes après les autres. Mais pour moi, il n'y avait pas vraiment de vente à faire. Si tu veux te repositionner dans le marché, pour moi, il y a les 4000 $ qui sont toujours très sympas. Peut-être voir si on arrive à se diriger correctement, entre guillemets, vers les 4500 $ et avoir un mouvement fort de cassure des 4005, ça peut être un bon endroit pour re-rentrer dans le marché également. Après, c'est non-financial advice, hein. C'est vraiment pas des conseils en investissement. On est juste là à titre purement pédagogique. Et le but, c'est de voir comment quelqu'un comme moi qui est sur les marchés H24 pour des sociétés professionnelles, comment est-ce que nous, on voit le marché en tout cas là-dessus. Tout ce que je peux te dire, c'est qu'il ne faut pas te précipiter. Et ça ne sert à rien de te précipiter sur le marché. Le marché, il sera toujours là dans 2 semaines, il sera toujours là dans un mois. Et même si tu rates un petit peu de performance, vaut mieux rater de la performance plutôt que d'acheter et de mal acheter. Ici, globalement, pour moi, ce n'est pas un achat à faire. Moi, je me verrais mal faire un achat ici parce que on est en plein milieu d'un range entre deux bornes. On a quand même la borne de résistance à 4005 et la borne de support ici aux alentours des 4000. Donc pourquoi aller acheter à 4300 à moins que tu aies un super edge sur le marché, mais personnellement, moi, je n'en ai pas dans cette zone-ci. Donc voilà, j'espère que ça répond à ta question. Samuel, on parle plusieurs fois de gestion du risque. Est-ce qu'on peut rappeler la théorie de ce que c'est et les différentes gestions possibles, avec des exemples concrets, comme sur Ethereum par exemple? Merci. Alors la gestion du risque, ça va être différent en fonction de chaque personne, hein. Déjà en fonction de ton appétit au risque, hein, de ta taille de capital et de ce que tu es prêt à vivre, entre guillemets, sur le marché. On va prendre des exemples comme une personne que je pense que vous connaissez tous, hein, High Stake Capital. Son aversion au risque, elle n'est pas la même que quelqu'un qui a 40 ans, une famille et qui ne roule pas sur l'or. Donc, High Stake Capital, lui, c'est quelqu'un qui gère extrêmement bien son risque. Il a une lecture du marché qui est très bonne et il a une lecture du sentiment de marché qui est très bon aussi. Ce qui va lui permettre de vraiment rentrer très fort sur le marché. Et quand il a des convictions, ces convictions vont payer énormément. Donc il va prendre des gros leviers. Certains pourraient dire que c'est des gros risques, mais le risque, hein, c'est vraiment du risk-reward. Pour lui, c'est pas tant de risque que ça. Après, lui, il a vraiment une gestion qui est assez particulière et qui correspond très bien à son, je ne vais pas dire son mode de vie, mais son mental et son état d'esprit.
Il y a des personnes qui ne pourraient absolument pas survivre à, je sais pas moi, un levier 2 par exemple, hein, sur le marché. Certaines personnes seraient beaucoup trop stressées avec ça et du coup, ça impacterait beaucoup trop fort, hein, leur plan de trade et le déroulement de leur trade. Parfois, certaines personnes arrivent à mettre à risque sur leur portefeuille global, peut-être 5-10% sur un trade parce que, le plan de trade est très bien établi et ils ont vraiment tous les éléments en jeu et les probabilités, selon eux, sont très fortes. Ils ont vraiment une très forte conviction que le trade se passe bien. Donc, ils vont risquer des plus grosses parties de leur portefeuille, 5-10%, 15-20% peut-être même, parce que les probabilités sont fortement de leur côté. À l'inverse, il y a des personnes qui vont se dire, OK, non, moi, je ne prends pas trop de risques, je vais faire le classique, je risque 1 ou 2% de mon capital et je mise pas trop, on verra sur le long terme, ça pourrait me faire un bon rendement. C'est vraiment deux gestions qui sont complètement différentes. La seule personne qui pourra répondre à cette question-là, c'est toi-même. Quel risque tu es prêt à prendre? Est-ce que tu es prêt à voir 10, 15, 20% de ton capital disparaître? Ou est-ce que tu dis non, je vais plutôt prendre moins de risques et gérer les positions un peu plus, je veux dire, avec des moins grosses expositions? C'est à toi de voir. Euh, je pense qu'on aura l'occasion de l'aborder un peu plus en détail, un peu plus en profondeur directement dans Steady Lads, parce que bah, les positions, on va les prendre et j'expliquerai un peu comment je gère le risque, hein, par rapport à ça, les tailles de stop loss, les tailles de capital, etc., etc. Et on aura l'occasion d'en discuter juste après. Du coup, ça, je vous parle un peu plus de Steady Lads juste après les réponses aux questions. Mimi Momo, bonsoir. Je remarque que vous analysez souvent les paires crypto versus BTC. Est-ce une bonne habitude à prendre? Je reste la plupart du temps versus les stablecoins. Alors ça dépend de ce qu'on veut faire. Est-ce que ton but, c'est tout simplement de vouloir gagner de l'argent en euros ou en USD? Ou est-ce que ton but, ça va être d'acheter l'actif le plus haussier? Pourquoi est-ce que j'analyse versus Bitcoin? Parce que ça fait quand même depuis 2023 que globalement, l'actif le plus haussier du marché, c'est Bitcoin. Nous, ce qu'on veut, c'est acheter l'actif le plus haussier du marché. Donc, ça ne m'intéresse pas d'acheter des actifs qui sous-performent un actif de référence comme Bitcoin. Donc, en fait, sachant que Bitcoin est en tendance haussière depuis pas mal de temps et que c'est l'un des plus forts, eh bien, je vais chercher des altcoins qui vont être plus fortes que Bitcoin. Et donc, c'est pour ça que je vais charter versus BTC plutôt que versus USD. Parce que si mon alt, elle est plus forte que BTC et que BTC est plus fort que le dollar, eh bien, je sais que d'office, je vais être plus fort que le dollar. Et c'est pour ça que je vous faisais une analyse de sol par rapport à Ethereum, parce que pendant tout un temps, ici, ETH-BTC, ça fait depuis le mois de mai qu'il est globalement haussier. Donc, ça veut dire que ETH est plus fort que Bitcoin. Ça veut dire qu'on a plus d'intérêt à s'exposer sur ETH que de s'exposer sur Bitcoin. Et à un moment donné, je me suis dit, OK, il y a Solana qui est là aussi. Est-ce que Solana ne serait pas plus fort qu'Ether? Sachant qu'Ether est déjà plus fort que Bitcoin. Et donc, en étant exposé sur Solana, eh bien, on arrive à être exposé sur l'actif le plus fort entre les trois, Bitcoin, Ethereum et Sol. Voilà, j'espère que c'est assez clair. Nico Kleb, un gros trader comme iStakes Capital, justement, on en parlait, explique ne pas faire d'analyse technique. D'autres traders avec de la réussite expliquent ne se baser que sur ça, car le prix indique tout, entre guillemets, et vont invalider leur trade avec des niveaux techniques, indicateurs, etc. Comment expliquer une telle différence de vision, façon de trader, qui fonctionnent mais sont totalement différentes? Ma question est donc, est-ce pertinent de suivre sa propre voie ou au contraire se former sans cesse auprès d'autres? Alors, c'est une très belle question. C'est très bien. C'est très bien, c'est une très belle question. De toute manière, il ne faut jamais copier quelqu'un. Tu peux t'en inspirer, tu peux apprendre ce que cette personne fait, mais tu ne vas jamais la copier parce que ça ne fonctionnera pas, tout simplement. Parce que le trading, c'est pas simplement faire de l'analyse technique ou simplement faire de l'analyse fondamentale. Comme je le disais juste avant, il y a tout ce qui est gestion du risque aussi. Et une personne n'a pas le psychologique d'une autre personne. Donc c'est vraiment ça qui est compliqué, c'est que tu vas devoir lire énormément, parce qu'il y a beaucoup de livres qui parlent du trading. Tu vas devoir pratiquer, donc
Pratiquer, j'entends, si tu décides de suivre, entre guillemets, la voie de l'analyse technique, eh bien, passer du temps sur des graphiques. Et surtout, ce qui ne s'apprend pas, et tu as beau lire tous les livres que tu veux, c'est la gestion mentale et psychologique. Je pense que j'en parlais dans l'interview avec Benoît, justement. Quand tu vas perdre des mois, voire des années de salaires normaux en quelques heures sur le marché, mais qu'à l'inverse, tu vas gagner ou perdre des mois, des années de salaire sur le marché en quelques heures, eh bien, c'est là que tu vas vraiment, entre guillemets, te découvrir et découvrir quel style de trading te correspond au maximum. Il n'y a pas de style parfait. Des gens vont être très bons à shorter le marché en permanence, même si c'est un marché qui est globalement haussier. Alors, je ne vous le conseille pas du tout, mais certaines personnes y arrivent. D'autres personnes, à l'inverse, vont avoir d'autres stratégies, de l'analyse technique, de l'analyse fondamentale. Moi, ce qui me fait souvent assez rire, c'est que il y a parfois des traders qui ont un trade au même moment dans deux sens inverses, et pourtant, après plusieurs jours, on se rend compte que les deux traders ont tous les deux gagné de l'argent, alors qu'ils étaient dans le sens inverse au moment T. Donc, ça va vraiment dépendre de plein de facteurs, et juste pratique et tu trouveras ta voie sans aucun problème. Alors, quels skills pour rejoindre un fonds crypto? Alors, skills de mathématiques, faut quand même être pas mauvais là-dedans. Après, ça dépend quel type de fonds. Il y a les fonds crypto liquides, il y a les fonds crypto VC, donc les venture capital. Ça dépend de ce dont je veux dire, le secteur dans lequel tu es bon. Mais tout simplement participer sur, par exemple, des salons de discussion crypto, essayer de se faire des contacts, discuter avec l'un, avec l'autre. Et c'est plutôt comme ça qu'on arrive à rentrer dans ces milieux-là. Ou alors, il faut vraiment sortir avec un PhD en machine learning ou en data scientist. C'est vraiment c'est ces profils-là qui sont recherchés en général. C'est vraiment de l'analyse de data et machine learning énormément. Mais après, tout dépend de ce que tu veux faire dans un fonds. Est-ce que tu veux vraiment être trader en tant que tel, discrétionnaire? Parce qu'il n'y a pas non plus énormément de fonds qui engagent des traders à titre individuel et discrétionnaire. C'est souvent de l'algorithmique. Et là, alors, c'est vraiment du développement et analyse de data. Si tu veux vraiment faire des études dans le monde du trading, il y a ce qui s'appelle le CFA. C'est plutôt aux États-Unis, je pense, qui, lui, si tu arrives et que tu vas voir un fonds avec un CFA, je pense qu'il y a 3 niveaux à ça. Si tu es CFA 3, c'est quand même une bonne base pour aller postuler dans un fonds. Mais ça demande quand même pas mal de travail également. Théo Taillasson, bonjour, j'ai remarqué que tu travailles beaucoup avec... ah, pardon. Que tu travailles beaucoup avec les graphiques en daily. Comment définirais-tu ta stratégie de trading? Alors moi, je suis plutôt sur de la tendance, du suivi de tendance. Moi, ce que j'aime énormément, c'est, je vous montre un exemple, c'est par exemple des charts comme ça, qui, entre guillemets, sortent de nulle part, hein. AI, Bitcoin, je ne sais pas ce que ça fait. J'imagine que c'est un coin lié à de l'intelligence artificielle hein, ou quelque chose comme ça. Mais globalement, moi, c'est des choses que j'aime bien voir parce que là, c'est quand même une analyse de tendance qui est assez clean. On a une grande tendance baissière hein, qui dure depuis, alors je ne sais pas si c'est le listing sur Binance ou si c'est le lancement du coin, mais en janvier 24. Et ce qu'on peut voir, c'est qu'on a eu une première consolidation. La consolidation, on l'a cassée vers le bas. On en a eu une deuxième. Ici, on l'a cassée vers le bas également. On en a eu une beaucoup plus grosse avec la résistance ici. Eh bien, on l'a cassée par le bas aussi. Donc, on avait ici le support. Vous voyez pourquoi on n'achète pas un range? Parce que ici, ben, on n'a jamais cassé ce range-là. Moi, j'aurais bien voulu avoir une cassure par le haut, chose qu'on n'a pas eu. Donc je disais, première consolidation, on casse vers le bas. Deuxième consolidation, on recasse vers le bas. Troisième consolidation, on recasse vers le bas. Et ici, on est occupé de reconsolider encore une fois, avec pas de nouveau plus bas pour l'instant. Donc moi ici, ce qui m'intéresserait, c'est un potentiel retournement de marché, avec une cassure des points hauts qui sont ici aux alentours des 130, 140, et vraiment un push. Moi, je rentrerai en position si on a une cassure de ce niveau-là. Si on a un prix qui arrive à faire comme ceci, eh bien moi je rentrerai en position parce que j'estime qu'il y a un potentiel retournement de tendance qui peut se faire. En plus, on remarque sur le volume ici qu'on a pas mal de volume depuis le début de juillet par rapport à tout ce qu'on a eu en 2024-2025.
Donc ça, c'est intéressant. AIBTC, pour moi, potentiel retournement si on arrive à faire des plus hauts. Maintenant, encore une fois, peut-être que cette consolidation-ci, c'est la même chose que celle-ci ou que celle-ci, et qu'on va casser par le bas, et que va s'en suivre encore un moins 80% de prix qui va faire très mal. Parce que là, si vous aviez acheté le bas de cette consolidation-là, et que vous étiez dit, OK, j'achète le bas, et puis on verra, je les garde, je ne revends pas, je ne prends pas ma perte, hein, c'est moins 95% de performance sur votre portefeuille. Si vous aviez mis 10 000 $ là-dedans, eh bien, il ne reste plus grand-chose. Donc voilà, pour te donner un exemple, moi, c'est ça que j'aime vraiment beaucoup. Aussi, sur quel horizon de temps pardon, tu trades, on a tendance à croire sur les réseaux que c'est une histoire de minutes ou d'heures où il faut être réactif, qui m'a fait un peu lâcher le trading actif. Ben non, pas du tout. Je veux dire, Ethereum BTC, un gros trade que j'ai fait sur Ether, c'est acheté ici. On était le 8 mai. Donc le 8 mai, j'ai fait un achat, j'avais des bitcoins qui étaient en cold storage. J'ai attendu, donc ça fait depuis pas mal d'années que j'attends. Je les avais jamais bougés. Et pour la première fois, j'ai acheté de l'Ether en mai 28. Le 8 mai, pardon, en 25. Parce qu'on était sur cette grosse zone ici, qu'on avait un graphique d'Ether par rapport à Bitcoin qui était mais pourri de chez pourri. Si vous suivez un peu Twitter, etc., tout le monde crachait sur Ethereum en disant que Ether ne servait plus à rien, que Ether avait été remplacé, que Ether allait finir à zéro. Et pendant que tout le monde disait ça, on avait une consolidation, encore une fois, qui était à plat. Donc on avait eu cette grosse baisse, une belle consolidation à plat et surtout très serrée. C'est ça que j'aimais beaucoup aussi, c'est qu'on n'avait pas une grosse volatilité. Et on a eu, si j'arrive à me mettre ici en bougie, on a eu une première grosse bougie verte et une deuxième grosse bougie qui a enchaîné. Et là, je me suis dit, OK, il y a quand même un fort mouvement qui se passe. ETF, Ethereum, etc., etc. Je prends position. J'ai pris position donc au mois de mai 2025, et on est actuellement au mois de septembre 2025, et ma position est toujours en cours. Donc techniquement, c'est un trade qui est toujours en cours. Donc non, il ne faut pas trader sur des minutes, tu peux trader sur des horizons de temps qui sont beaucoup plus grands. Tout dépend de ta façon de voir le marché. Étienne Thomas, combien de cryptos tu suis? Tu te limites à 10 ou 25 cryptos? En fait, moi, ce que je fais assez régulièrement, c'est prendre la watchlist de Binance. Donc, je vous mettrai sur Cedilats des liens pour pouvoir télécharger des watchlists directement, updater et les importer directement dans TradingView. Je fais ça et je fais défiler les coins un par un et je regarde tout ce qui se trouve sur Binance. De là, j'essaye de me faire une petite watchlist un peu plus focus. Donc, je vais en garder peut-être 15-20 sur les 300 que j'ai analysés. Et ces 15-20-là, je vais passer dessus plus régulièrement, peut-être plusieurs fois par jour, au minimum tous les jours, pour voir comment ça se passe et comment se déroule le marché. Salut Cara, quand tu trades en breakout, prends-tu position à la cassure ou au retest et où places-tu ton stop loss? Ça, c'est compliqué encore une fois. On va reprendre l'exemple d'Ethereum. Si tu décides de rentrer ici sur le retest, eh bien, tu attends toujours, parce que le retest, on n'en a pas eu. On a eu un mouvement de prix qui a été très fort, une grosse cassure, et on est passé carrément à travers et on est parti comme ça pendant des mois. Donc, trader en attendant le retest, c'est compliqué, surtout sur le marché des cryptos. Le marché des cryptos, c'est un marché qui est fort impulsif, hein, beaucoup de volatilité, et en général, quand ça part, ça part. Et c'est ce qui s'est passé ici. Donc, moi, je suis plutôt partisan d'acheter les breakouts. Maintenant, si on me propose à nouveau mon prix d'entrée avec un retest et je vais voir la façon dont c'est fait, la force avec laquelle le retest se fait. Par exemple, sur Arbitrum, en pratique, j'avais acheté ici le breakout, on est redescendu dessus, j'ai racheté le retest du support. J'ai vu que le prix ne repartait pas à la hausse. J'ai débouclé la position à quasi break-even parce qu'on n'avait pas de force qui était dans le prix. Donc, je ne vais pas faire ou l'une technique ou l'autre. Je fais parfois les deux, mais tout dépend de la price action et voir comment ça fonctionne et comment ça va. Est-ce que ça va fort vers le haut ou pas du tout? Alors, je prends la dernière question de Dale Cooper et après, on passera à la suite. Bonjour, dans une journée
Et suivant les actifs que tu trades, dans quelle tranche horaire le marché te permet de trader le plus efficacement. Certains disent entre 15 heures et 17 heures, d'autres le matin entre 10 heures et 12 heures. Qu'en penses-tu? Alors, ça va dépendre de si j'ai fait fort la veille ou pas. Ah non, plus sérieusement, je trouve qu'il n'y a pas vraiment de timing euh, pour mieux ou moins bien trader. Comme je l'ai montré sur le mouvement sur Ether, au final, ton timing entre 12 heures et 15 heures ou entre 17 heures et 20 heures, je ne sais plus exactement les horaires que tu as mis, mais ça n'a aucun impact hein, sur une position qui dure plusieurs jours ou plusieurs mois. On remarque cependant depuis quand même pas mal de temps que aux alentours de 14h30, 15h30, je ne sais plus exactement, ça dépend du décalage horaire, mais à l'ouverture de la session US, hein, au niveau des actions, ça a tendance à bouger un peu plus et à être plus volatile. Maintenant, ce n'est pas une généralité et ça ne se passe pas toujours comme ça. Donc, j'ai pas vraiment de timing préféré par rapport à ça. Donc voilà, il y avait énormément de questions, il y avait plus de 100 questions. J'espère que j'ai répondu à quelques-unes de manière assez complète. Dans tous les cas, les autres questions, vous y trouverez des réponses dans Steady Lads. Parce que comme je le disais, on aura l'occasion de discuter un peu plus en plus petit comité, en comité restreint. Donc restez jusqu'à la fin, vous verrez, on a des choses à vous annoncer. On va passer maintenant sur le portefeuille de 100K. Donc, je vais vous montrer ça. Comme on l'avait dit, je pense que c'était dans l'interview avec Benoît, on entend souvent des personnes qui parlent beaucoup sur le marché, etc., qui font beaucoup d'analyses, mais très peu qui montrent avec transparence comment ça se passe. Ici, nous, on a décidé de mettre 100 000 dollars sur la table. Je vais vous partager ça tout de suite. Voilà, donc comme vous pouvez le voir, on est sur Binance. On a un compte ici qui est dédié pour Steady Lads avec 100 000 USDC qui sont déposés sur ce compte-là. Maintenant, qu'est-ce qu'on prend comme position? Est-ce qu'on prend des positions aujourd'hui? Est-ce qu'on pose simplement des ordres? Eh bien, malheureusement, aujourd'hui, moi, je n'ai pas de grosses convictions sur le marché pour prendre position là maintenant. Je ne dis pas que ça n'arriverait pas demain ou après-demain ou peut-être dans une semaine, mais en tout cas, là, immédiatement, moi, je ne vois pas de position à prendre directement sur le marché. Par contre, ce que je mettrais, c'est un ordre au cas où on a vraiment une grosse volatilité sur le marché ou peut-être une mèche, je ne sais pas, qui peut arriver sur Binance, hein. Ça arrive quasiment jamais sur Binance, surtout sur des gros actifs, hein. Mais c'est tout ce qui arrive parfois sur Kraken, par exemple. Je vais quand même mettre un ordre sur Ethereum, donc Ethereum par rapport à USDC. Comme je vous disais, la zone des 4000 dollars était fortement intéressante. Pour moi, tant qu'on est au-dessus des 4000, c'est quelque chose de bien. Donc, je vais mettre, on va dire, 25% du capital sur Ethereum. Même si on a énormément de volatilité, on peut se permettre de ne pas mettre de stop loss parce qu'on n'est que sur un quart du capital. Ça fait levier 0,25. Donc, même si le prix dévisse vraiment énormément, de toute manière, moi, j'ai des alertes qui me réveillent ou je check de toute façon toute la journée, j'ai les marchés devant moi. Donc, on va passer directement sur trader au spot et on va mettre 25 000 dollars d'achat sur Ethereum à 4 000 dollars. Et on va même mettre 4001 dollars au cas où on se retrouve avec un petit manque de liquidité pour arriver jusqu'aux 4000 et un petit piège. Alors, ici, on est en USDT, donc on va aller chercher ETH par rapport à USDC. Et on va aller mettre un achat à 4000 dollars pour un montant de 25 000 dollars. Et voilà, c'est placé. Moi, j'ai dit 4000. On va mettre 4001, comme j'avais dit. Voilà, c'est validé. Donc, pour rappel, Steady Lads, on va faire une gestion d'un portefeuille de 100 000 dollars sur le marché des cryptoactifs en toute transparence. Donc, je vous parle un petit peu de Steady Lads. Qu'est-ce que Steady Lads? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'on va y faire? Qu'est-ce que ça n'est pas? Alors, je vais vous partager un autre onglet. Voilà, on est actuellement sur Steady Lads. Normalement, vous voyez le petit émoticône de Cara. Steady Lads, c'est quoi? C'est une analyse de marché hebdomadaire. Donc, vous allez retrouver une newsletter où on analyse vraiment tout le marché des cryptoactifs comme je le faisais déjà par le passé.
mais cette fois-ci de manière peut-être un peu plus approfondie. Et surtout, comme je le disais également, on va être vraiment plus proche, vous et moi, parce qu'on aura l'occasion de discuter. On va également faire un live chaque semaine. On aura l'occasion de repasser sur le marché. Et surtout, la plus grosse chose, c'est qu'on a mis 100 000 dollars sous gestion sur un compte Binance. Ces 100 000 là, on va les faire fructifier. On va pas faire des choses incroyables, entre guillemets. On va faire une gestion correcte, de bon père de famille, avec vraiment une gestion au spot. Donc, on ne va pas prendre de produits dérivés. On ne va pas faire de levier non plus. Donc, on va vraiment avoir une gestion que, entre guillemets, n'importe qui pourrait avoir sur le marché en analysant un minimum l'évolution du marché. Je ne suis pas devin, donc je ne sais pas si ça va bien se passer. On verra. Le but, c'est de faire un maximum de profit quand même sur le marché en espérant pouvoir faire des multiples. Maintenant, peut-être que le marché ne va pas nous donner l'occasion de faire ces multiples-là. Je n'en sais rien. On verra ce que ça va donner par la suite, mais en tout cas, on fera tout pour. Il y aura une analyse des positions qui sera faite. On analysera les trades gagnants, mais également les trades perdants. Pourquoi est-ce qu'ils ont été perdants? Et surtout, qu'est-ce qu'on va faire la prochaine fois pour faire en sorte qu'ils ne soient plus perdants? Pour rappel aussi, Steady Lads, ce n'est pas un groupe de signaux, donc ce n'est pas du copy trading. On n'est pas là pour que vous fassiez la même chose que ce que moi je fais. Le but, c'est vraiment d'avoir, pour ceux qui connaissent un peu le poker, dans la tête d'un pro. Donc, c'est une petite émission qui suit des personnes professionnelles dans le mode du poker. Là, c'est exactement la même chose, mais pour un trader sur le marché des cryptoactifs. Donc, c'est vraiment voir l'évolution d'un portefeuille géré par une personne qui travaille dans le milieu, comment est-ce que ça peut vraiment se dérouler. Normalement, si vous allez sur le site steadylads.fi, vous devriez voir ce magnifique site web qui est maintenant lancé. Et voilà, donc comme je vous le disais, hop, SteadyLads, c'est dans la tête d'un pro du trading crypto. Donc suivez en temps réel les décisions d'investissement d'un trader crypto professionnel, donc typiquement moi, Cara, en charge d'un portefeuille de 100 000 dollars. On affichera les positions, les analyses, la méthodologie, les gains également, mais aussi les pertes. Et donc, on verra si on peut se faire une belle retraite ou si plutôt on va devoir retourner travailler au McDo. Donc, ce n'est pas vraiment une école de trading, mais plutôt montrer ce qui est possible d'être fait et surtout analyser ça en toute transparence. Donc, vous aurez l'occasion de voir le portefeuille en direct avec une évolution et surtout quelle position nous avons prise, à quel moment et quelle est la taille de celle-ci. Donc vous pourrez accéder au portefeuille directement. Qu'est-ce que vous obtenez? Un suivi du portefeuille, des lives et surtout vous aurez accès à toutes les rediffusions et des analyses quotidiennes. Il y a également, je ne pense pas que c'est précisé ici, euh, oui voilà, c'est précisé juste après. Donc rapport hebdomadaire, topo mensuel aussi qui sera envoyé, et surtout une communauté exclusive. Donc, comme je vous le disais, on aura l'occasion d'avoir des salons de discussion dans lesquels on pourra tout simplement discuter ensemble. Donc, vous pouvez poser vos questions. Vous pourrez peut-être me dire, bah voilà, moi j'ai cette coin-là qui me parle beaucoup. C'est quoi ton avis? Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que toi tu ferais sur cette position, etc., etc. On aura l'occasion de discuter, vous expliquer un peu comment nous on arrive à gérer un capital à ce niveau-là. Voilà à quoi ça va ressembler. Je vous invite à mettre votre nom et votre email pour pouvoir avancer par rapport à ça. Et voilà à quoi ça va ressembler. Donc, on aura différents canaux de discussion, etc., etc. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est parce que vous faites partie des personnes qui sont quand même assez assidues, qui ont peut-être suivi toutes les vidéos qui ont été faites sur le journal du coin, qui ont bien aimé ma façon de voir les choses. Et en tout cas, vous faites partie des pionniers et des premiers directement chez Steady Lads. Et pour ça, on a décidé de vous remercier. C'est des offres qui sont valables sur l'abonnement mensuel et annuel, et ce sont des offres qui sont valables à vie. Donc voilà. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que l'aventure va durer longtemps, que ça pourra nous donner des bons résultats. Ça, vous me direz, ça ne dépend que de moi, oui, en partie, mais également du marché. Donc voilà, j'espère qu'on pourra se retrouver directement de l'autre côté sur Steady Lads pour pouvoir en discuter. Mon live s'arrête ici. Je vous souhaite une soirée et on se retrouve de l'autre côté sur Steady Lads dans les différents canaux de discussion. Bonne soirée à tous
Ciao, ciao.